Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la toute première annonce de Pi Network pour 2026. C'est une mise à jour très technique, hein? A priori pour les développeurs. Oui, mais la question qui se pose pour tout le monde, c'est surtout, est-ce que cet engouement, cette attente permanente autour de Pi, est-ce que ça en vaut encore la peine? Exactement. On va donc décortiquer ça ensemble, voir si c'est une vraie avancée ou juste un moyen de garder la communauté en haleine. Pour ça, on s'est plongé dans pas mal de sources. Des articles techniques, des analyses de marché assez froides, faut le dire. Et aussi les points de vue souvent beaucoup plus passionnés de créateurs de contenu qui suivent le projet depuis le début. Notre mission, c'est de comprendre l'impact réel de cette mise à jour, pour le projet, pour sa communauté et, bien sûr, pour sa valeur future. Et c'est une mission importante parce que Pi Network, ça a toujours été un projet qui divise énormément. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a l'une des plus grosses communautés au monde, des millions de gens qui minent sur leur téléphone, certains depuis des années, et de l'autre, un scepticisme, mais alors immense, du reste de la cryptosphère. Qui pointe du doigt la lenteur, le fait que le jeton n'est toujours pas sur un marché ouvert. Voilà. Donc cette mise à jour, forcément, elle est regardée à la loupe. Absolument. Alors, allons-y. Le 10 janvier, l'équipe de Pi annonce cette nouvelle bibliothèque pour développeurs. La promesse marketing est percutante. Très percutante. Permettre à n'importe qui d'intégrer les paiements en Pi dans une application en moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? C'est une promesse audacieuse, c'est sûr. Mais derrière le marketing, il y a quand même une démarche stratégique qui est assez sensée. Faut pas voir ça comme un simple gadget. D'accord. C'est une tentative de s'attaquer au problème numéro 1 du projet Pi, le manque d'utilité concrète. Pendant des années, le reproche, c'était la complexité. C'était un parcours du combattant pour les développeurs, c'est ça? Exactement. Ce qu'ils ont fait techniquement, c'est de fusionner leur kit de développement, le fameux SDK, avec les API back-end en une seule configuration. Attendez, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'était comment avant et c'est comment maintenant? Imaginez que vous voulez construire une voiture. Avant, Pi vous donnait le moteur sur une palette, la carrosserie sur une autre, les roues dans une caisse, et puis 4 manuels d'ingénieurs pour assembler le tout. D'accord, donc réservé aux experts. Voilà, à des mécanos très chevronnés. Aujourd'hui, ils vous livrent un châssis roulant déjà préassemblé. Le moteur est connecté, la direction est en place. Il ne reste plus qu'à poser la carrosserie de votre choix. L'analogie est très claire. On passe du meuble en kit version hardcore à un module quasi prêt à l'emploi. Mais est-ce que c'était vraiment ça le principal frein? J'entends souvent dire que le vrai problème, c'est pas la complexité, c'est le manque de motivation économique. C'est le paradoxe de l'œuf et de la poule. Et c'est exactement ça que cette mise à jour essaye de résoudre. La Core Team fait un pari. Lequel? Ils se disent que si la construction devient extrêmement simple, des centaines de développeurs vont créer des applications, par passion, pour tester ou simplement pour toucher cette immense base d'utilisateurs. Et dans le tas, ils espèrent qu'il y aura quelques pépites. Voilà. Si quelques applis deviennent vraiment utiles, un jeu, un service, alors l'utilité va créer une demande pour le Pi. Et cette demande lui donnera une valeur intrinsèque. Ils ouvrent la porte en grand en espérant que le génie viendra de la communauté. Ils ont bien choisi les technologies en plus. JavaScript, React, Next.js. Oui, les outils les plus populaires au monde. Ils ne visent pas une niche de développeurs blockchain, ils visent tous les développeurs web, quoi. C'est une stratégie de la porte ouverte donc. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette vision, très pragmatique, cohabite avec une autre vision au sein de la communauté qui est à l'opposé total. C'est là que ça devient passionnant. On a deux mondes qui ne se parlent pas toujours. D'un côté, la vision officielle de la Core Team. On pourrait l'appeler la vision de l'architecte. C'est-à-dire, c'est une approche à très très long terme. Leur mantra, c'est d'abord l'infrastructure, ensuite les applications et l'utilité, et seulement à la toute fin, une ouverture au marché. Pour eux, lister le token sur une plateforme maintenant, ce serait suicidaire. Complètement. Ce serait comme ouvrir un immense centre commercial sans aucun magasin dedans. Les gens viendraient, verraient que c'est vide et ne reviendraient jamais. Une de nos sources fait une analogie intéressante, un peu risquée peut-être, avec ChatGPT. Ah oui, style. Elle rappelle qu'au début, l'IA générative, c'était une curiosité de labo. Et puis, une fois l'outil disponible, son utilité a explosé de manière imprévisible. Mais la comparaison a ses limites. ChatGPT a prouvé son utilité en quelques semaines. Mais Sam, ça fait des années que la communauté attend. Vous mettez le doigt sur la tension centrale du projet. Cette vision de la patience, elle se heurte de plein fouet à une autre vision, beaucoup plus impatiente, plus spectaculaire. Celle du GCV.
Exactement, la vision du GCV. Le fameux GCV, Global Consensus Value. Pour ceux qui découvrent, c'est cette idée, presque une prophétie pour certains, qu'un pi devrait valoir 314 159 $. Oui, ce chiffre si précis. Mais d'où il sort ce chiffre? Au-delà de la référence au nombre pi, il y a un semblant de modèle économique derrière, ou c'est juste un acte de foi? C'est avant tout un acte de foi collectif. Il n'y a aucun modèle économique qui justifie cette valeur aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un point de Schelling, un chiffre qui s'impose parce qu'il est symbolique. L'idée, c'est que si des millions de gens se mettent d'accord pour dire qu'un pi vaut ce prix, alors il le vaut. Du moins, au sein de leur propre économie. Voilà. Et pour les partisans de cette théorie, la nouvelle bibliothèque de développement, ce n'est pas un simple outil. C'est la première pierre de l'édifice qui va permettre à cette économie GCV de fonctionner. Et ce n'est pas juste un rêve sur un forum, c'est ça qui est dingue. Des sources montrent des exemples très concrets. On voit des commerces, surtout en Asie du Sud-Est, avec des affiches « Pi accepté ici ». Oui, et une plateforme Mobix est souvent citée. On y verrait des annonces pour des iPhones ou des Samsung vendus pour quelques fractions de pi sur la base de cette valeur GCV. Mais concrètement, comment ça marche? Le vendeur qui accepte, disons, 0,005 pi pour un téléphone à 1500 $, il fait quoi de ces pi après? Il ne peut pas les échanger contre des dollars. Non, il ne peut pas. Il parie. Il parie que le GCV deviendra une réalité. Il accepte ces pipes en se disant qu'il pourra les réutiliser pour acheter des services ou des biens auprès d'un autre membre de la communauté qui partage la même croyance. C'est une économie circulaire basée sur la foi, en fait. C'est exactement ça. Un système en vase clos qui attend que le monde extérieur reconnaisse sa valeur. D'un point de vue économique rationnel, c'est un pari immense. Mais fascinant à observer. On a donc la vision patiente de la core team d'un côté et le rêve quasi religieux du GCV de l'autre. Deux projets sous le même nom. J'imagine que la réalité des chiffres, elle, est beaucoup moins poétique. Effectivement, si on quitte le monde des visions pour celui des données, le tableau est, disons, plus contrasté. Le premier point d'inquiétude, c'est l'érosion de l'engagement. La lassitude s'installe. On dirait, oui. Des initiatives passées, comme le Pi Network, sont mentionnées comme étant un peu au point mort, tombées dans l'oubli. Et il y a la vitesse de développement. Un sujet de frustration constant. Cette nouvelle bibliothèque, c'est bien, mais quid du reste? Les sources parlent de la mise à niveau protocole 23 ou d'un échange décentralisé. Des chantiers annoncés il y a des mois et qui seraient toujours en phase de test, sans date de lancement claire. Pour la communauté, c'est un peu frustrant. L'impatience grandit et pendant ce temps, les chiffres du marché, eux, n'attendent pas. Et ils sont durs. Très dur. Même s'il faut préciser que ce n'est pas un marché officiel. Ce sont des IOU, des reconnaissances de dette. Mais ça donne une idée du sentiment général. Et cette idée, c'est quoi? Le prix a atteint un pic autour de 2,98 $, avant de s'effondrer jusqu'à 0,16 $. Aujourd'hui, ça végète autour de 0,20 $. C'est une chute de plus de 90%. Et le volume suit, baisse de 98% par rapport au pic de l'année dernière. C'est énorme. Il y a aussi cette métrique, la domination sociale. Oui, la part de paille dans les conversations crypto en ligne, tombée à 0,004%. En dehors de sa bulle, quasiment plus personne n'en parle. Mais le point le plus technique et peut-être le plus inquiétant, c'est ce que les analystes appellent le token unlock, le déblocage des jetons. Oui, c'est un point crucial. Il faut comprendre que d'immenses quantités de paille minées depuis des années sont progressivement libérées. Et deviennent disponibles pour les utilisateurs. Voilà. Et les chiffres sont vertigineux. Rien que pour ce mois-ci, on parle de 95 millions de jetons Pi débloqués. Ça représente presque 20 millions de dollars au cours actuel. Et sur l'année? Sur l'année, on attend 1,24 milliard de jetons. Plus de 250 millions de dollars. Et ça crée ce qu'on appelle une pression à la vente. Expliquez-nous ce mécanisme. C'est assez simple. Imaginez des millions de personnes qui ont accumulé des Pi pendant des années sans jamais pouvoir y toucher. Le jour où ils y ont accès, La tentation de vendre est immense. immense. Même s'ils croient au projet. Juste vendre 10% pour payer une facture, s'offrir un petit quelque chose, multipliez ça par des millions d'utilisateurs et vous avez un raz-de-marée de jetons qui arrive sur le marché. Bien plus que ce que les acheteurs peuvent absorber. Économique au-dessus du projet. Le tableau est donc complexe, des visions grandioses, une réalité de marché précaire. Que faut-il attendre pour la suite, en 2026? On parle du Payday en mars. Oui, le 14 mars. C'est toujours un moment clé. Les attentes sont, comme toujours, très très élevées.
des rumeurs de mise à jour massive. Mais les analystes appellent à la prudence. Oui, l'histoire du projet est jalonnée de grandes attentes, qui débouchent souvent sur des annonces techniques, utiles, certes, mais loin des révolutions espérées. Le succès viendra probablement d'une adoption lente de cette nouvelle bibliothèque, pas d'une annonce miracle. Et une des sources évoque une troisième voie, qui est fascinante. Une alternative à la fois à la construction de la Core Team et au GCV. L'idée d'un prix déterminé par un algorithme. C'est un concept qui circule, oui, et qui est techniquement très intéressant. L'idée serait d'avoir un algorithme qui agirait comme un régulateur. Il analyserait en temps réel le nombre de transactions, le nombre d'applis actives, l'offre, la demande. Et il en déduirait une valeur juste. Voilà, une tentative de créer un prix organique qui reflète la santé réelle de l'écosystème, loin de la pure spéculation ou des décrets de la communauté. Ce serait comme un thermostat intelligent qui ajuste la valeur en fonction de la chaleur de l'économie Pi. C'est une excellente analogie. L'avantage, ce serait d'avoir un prix plus stable, plus légitime. L'inconvénient, c'est que c'est extraordinairement complexe à concevoir. Mais ça montre que la réflexion n'est pas figée. Alors au final, que retenir de tout ça? On a cette tension fondamentale entre la vision patiente, officielle, et les espoirs quasi messianiques d'une partie de la communauté. Le tout confronté à la réalité glaciale des chiffres du marché. Et à cette menace de la pression à la vente. La mise à jour de janvier, c'est une brique. Une brique technique, concrète, utile. Elle solidifie les fondations. Mais son impact réel, il se mesurera en ligne de code écrit par des développeurs qui décideront ou non de construire sur Pi. Le sort du projet est entre leurs mains. Ce qui nous amène à la pensée finale. Plusieurs sources osent un parallèle en comparant la phase actuelle de Pi aux premières années silencieuses du Bitcoin. Ah, la fameuse comparaison. Des années où le projet avançait dans l'indifférence générale, porté par une petite communauté, avant d'exploser. C'est flatteur, mais est-ce que ça tient la route? Bitcoin était le premier, Pi arrive dans un monde crypto ultra saturé. C'est la question à 314,159 $ pour le coup. Le contexte est radicalement différent, c'est certain. La concurrence est féroce. Mais le schéma de fond, construire une technologie et une communauté en circuit fermé, loin du bruit, avant une ouverture potentielle, ça reste une stratégie intrigante. Donc la question finale, c'est bien celle-ci? Oui, Pi Network est-il en train de bâtir patiemment, brique par brique, les fondations d'une future révolution invisible aux yeux de tous, ou est-ce un projet qui a simplement raté sa fenêtre de tir, maintenu en vie artificiellement par la seule foi de ses millions d'utilisateurs? Et 2026 sera peut-être l'année où on commencera à voir un début de réponse.